Je veux ici coudre ensemble divers récits, du genre des fables milésiennes. C'est une assez douce musique et qui va chatouiller agréablement vos oreilles, pour peu qu'elle soit bénévole et que votre goût ne répugne pas aux gentillesses de la littérature égyptienne. À l'esprit des bords du Nil. Vous verrez mes personnages aux merveilles tour à tour perdre et reprendre, par l'effet de charme opposé, la forme et la figure humaine. Je commence. Mais tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Les coteaux de Limette, l'isthme d'Éphyre, le Ténare, sont en commun le berceau de mon antique lignée. Heureuse région si riche des dons de la terre, plus riches encore des immortels dons du génie. Là, ma jeunesse studieuse a fait ses premières armes par la conquête de la langue grecque. Transporté plus tard sur le sol latin, étranger au milieu de la société romaine, il m'a fallu, sans guide et avec une peine infinie, travailler à me rendre maître de l'idiome national. Aussi, je demande grâce à l'avance pour tout ce qu'un novice peut porter d'atteinte à l'usage et au goût. Mon sujet est la science des métamorphoses. N'est-ce pas y entrer convenablement que de transformer d'abord mon langage? Du reste, tout est grec dans cette fable. Et attention, mon lecteur, le plaisir est au bout. Faits divers. On apprenait ainsi avec tristesse que Madame Untel, d'un des milliers de villages en Hack, s'était tailladé le pied en bêchant son jardin. Ou que Monsieur Chose, d'une autre commune en Hack, avait écrasé une poule dont il recherchait le propriétaire pour le dédommager et qu'on n'accuse pas injustement un renard, un maraudeur ou un pilleur de troncs, de ceux toujours à chercher à mal faire, dont on connaît les noms, chez qui à chaque délit les gendarmes s'invitent par un réflexe pavlovien conduisant invariablement au coupable, ou c'était un pêcheur qui lançait un avis de recherche pour récupérer un hameçon, accroché à la lèvre d'une truite, échappé après un féroce combat à la ligne dans une rivière sortant d'un puits, ou l'annonce d'une aiguille convolant avec une meule de foin, ou les volcans éteints dont on redoute le réveil pour une flamèche surgie d'un caveau de campagne. De sorte que l'Auvergnat, monté à Paris, ouvrant son journal, avait chaque semaine de quoi se lamenter qu'un chien de son pays fût écrasé. Un chien, un pied ou une larme. De quoi se réjouir aussi quand une centenaire d'une maison de retraite en Hack partageait son gâteau d'anniversaire avec ses 312 arrière-petits-enfants, ce qui revenait à ensevelir ces millions de lessives aux mains d'arthrose sous une pyramide de chantilly et de sucre glace qu'elle tranchait, le temps d'une photo, avant de passer le couteau de la vie à sa descendance, partie loin de Hack, dans une ville nouvelle. Autant de grains de sable, de faits divers et peu variés, dans l'horlogerie grinçante du temps, mais qui n'entamaient en rien sa marche inexorable, tout au plus des soubresauts d'aiguille, hésitant à passer à la seconde suivante sur le cadran des hoquets sans conséquence, sorte de granulés homéopathiques de la douleur du monde, censés préserver le corps et l'esprit de dommages plus grands, de ceux que l'on redoute, et dont on chercherait ainsi à se prémunir par les formules douces qui s'alignent comme des allées de tombes dans la page des nécrologies, où le défunt est enlevé à l'affection des siens, qu'il repose en paix. De quoi échapper ces morts au compte-gouttes, élus, nommés, encensés, regrettés, à la déferlante torrentielle des victimes anonymes de la grande pandémie universelle, qui est la peste de la guerre, où ce sont des peuples entiers à qui l'on tranche la tête et les pieds, que l'on brûle dans des cages de fer, que l'on écrase comme des chiens, et qui, ces faits démultipliés de l'horreur, se sentent à l'étroit dans la page des faits divers, importuns, près du gâteau de la maison de retraite, pas à leur place dans ces tragédies de poche quand il faudrait des milliers et des milliers de petites annonces,
pour recueillir les noms de ceux qui transfusent la terre de leur sang. Si nombreux qu'on peine même à les caser dans la rubrique reine du journal, où l'on traite rien moins que de l'actualité du monde. Ce qui est encore bien chiche pour le monde. Ces pages en majesté, lesquelles ne sont pourtant pas avares en épouvante, au nom de quoi elles regardent avec mépris leurs consoeurs rurales avec leurs écorchures d'aubépine. Quand chaque jour elles accueillent la grande cargaison des corps que la Méditerranée dépose sans vie sur ses rives. Tout ce que son estomac liquide n'a pu avaler de migrants, d'exilés, de malvenus chez eux. La mer repue, gavée, écœurée, bavant la mort au bord de ses lèvres de vagues, et cela, expédié en quelques phrases pontifiantes dans la fosse commune des actualités. Les survivants vêtus d'or, glissant bientôt dans les pages société à la rubrique intrus. Que va-t-on faire de ceux-là qui nous prendront notre travail et nos coins de trottoir, se couvrant d'une couverture de bitume pour abriter leurs cauchemars nocturnes, à propos desquels on se pose de graves questions? Dans les pages qui pensent, les pages opinion, où se décortique à tête reposée le casse-tête de la semaine, éteignant par une réflexion bien sentie la brûlure de la compassion, où des têtes pensantes dissertent de la question du trop-plein de la misère du monde, et concluent, comme la mer, en rejetant le peuple des errants, aux frontières de l'ignominie. Tandis qu'à la une, un gros titre annonce gravement qu'on a identifié le serial pilleur de troncs à Sablé, dans la Sarthe. Pamphile commença par se dépouiller de tous ses vêtements. Ensuite, elle ouvrit un petit coffret et en tira plusieurs boîtes, ôta le couvercle de l'une, y prit une certaine pommade, s'en frotta longtemps la paume des mains et se les passant sur tous les membres, s'en enduisit le corps. De la plante des pieds à la racine des cheveux. Vint après un long colloque à voix basse avec sa lanterne. Soudain, elle imprime une secousse à toute sa personne, et voilà ses membres qui s'assouplissent et disparaissent, d'abord sous un fin duvet, puis sous un épais plumage. Son nez se courbe et se durcit, ses ongles s'allongent et deviennent crochus. Pamphile est changée en hibou. Elle jette un petit cri plaintif et après quelques essais de vol à ras de terre, la voilà qui prend l'essor à tire d'aile. Sa transformation était volontaire et l'effet de ses puissants sortilèges. Moi qui n'en avais été que le simple témoin, hors de l'influence du charme, je restais frappé de stupeur. Et ne ressemblait à rien moins qu'à moi-même. Frappé comme d'imbécilité, j'étais dans un état voisin de la démence, rêvant tout éveillé, me frottant les yeux et me demandant si ce n'était pas un songe. Enfin, revenant à moi, je saisis la main de Fotis, je la presse contre mes yeux. L'instant nous favorise, lui dis-je. Accorde-moi, je t'en prie, un gage éclatant de ton amour. Donne-moi un peu de cette pommade. La jeune fille de neige, Abdelhafid ibn Othman. Il était une fois dans une cour de prison des hommes prisonniers qui firent une jeune fille de neige le jour de Noël. Mais pour ne pas qu'on la remarque, ils la vêtirent comme un jeune garçon, chacun donnant un vêtement. Toute la promenade fut nécessaire pour la façonner. Quand ils remontèrent dans leur cellule et se mirent tous à la fenêtre pour regarder son reflet danser sur le miroir de la lune. À ce moment, le gardien du Mirador, qui avait peur des évasions, ouvrant le feu, tira sur la jeune fille de neige. La jeune fille de neige, par ses plaies,
saignait une eau pure, tandis que derrière les barreaux, tous les garçons enfermés pleuraient des glaçons. Depuis tous les ans, à Noël, les prisonniers dans la cour de promenade, derrière les hauts murs, font une jeune femme de vent. Chacun la sculpte avec la chaude buée de l'hiver qui sort de leur bouche et l'échafaude avec des stalactites et des stalagmites si transparentes que le gardien du Mirador ne les voit pas. Voilà pourquoi, par grand froid, tous les hommes soufflent dans le creux de leurs mains. Chacun fabriquant un nez ou une oreille, un pied, un menton, jusqu'à créer une jeune fille clandestine, résistante et pour fabriquer du rêve contre la solitude. D'ailleurs, pour écrire cette histoire, le conteur a soufflé de l'air tiède sur une vitre avec le doigt, a calligraphié les mots un à un. Regarde à travers, tu vois? Tiens, le gardien du Mirador croit que tu le surveilles. Mais au fait, qui es-tu? Parfois une petite fille d'amour faite de pensées, et parfois un petit gars d'amour fait de pensées, comme les fleurs. Bah, et toi? Un évadé des déserts sans fête. Au reste, tu le vois, c'est avec les herbes les plus communes que s'opèrent de si grands effets. Il suffit d'un peu d'aneth et de quelques feuilles de laurier infusées dans de l'eau de source. Elles ont fait un usage en bain et en boisson. Après m'avoir répété cette instruction, elle se glisse dans le réduit, non sans trembler de tous ses membres. Elle prend dans le coffret une petite boîte dont je m'empare et que je baise en la suppliant de faire que je puisse voler. En un clin d'œil, je me mets nue et je plonge mes 2 mains dans la boîte. Je les remplis de pommade et je me frotte de la tête aux pieds. Puis me voilà, battant l'air de mes bras pour imiter les mouvements d'un oiseau. Mais de duvet, point. De plumes, pas davantage. Ce que j'ai de poils s'épaissit et me couvre tout le corps. Ma douce peau devient cuir. À mes pieds, à mes mains, les 5 doigts se confondent et s'enferment en un sabot. Du bas de l'échine, il me sort une longue queue. Ma face s'allonge, ma bouche se fend, mes narines s'écartent et mes lèvres deviennent pendantes. Mes oreilles se dressent dans une proportion démesurée, plus de moyens d'embrasser ma fautisse. Mais certaines parties, et c'était toute ma consolation, avaient singulièrement gagné au change. Sans effet, j'ai beau considérer ma personne, je me vois âne. Et d'oiseau, point de nouvelles. Je voulus me plaindre à Photis, mais déjà privé de l'action et de la parole humaine, je ne pus qu'étendre ma lèvre inférieure et la regarder de côté, l'œil humide, en lui adressant une muette prière. À peine m'a-t-elle vue dans cet état que, se meurtrissant le visage à 2 mains, elle s'écrie « Malheureuse, je suis perdue. Je me suis tant pressée, j'étais si troublée. La ressemblance des boîtes, j'ai fait une méprise. » Mais par bonheur, il y a un moyen bien simple pour revenir de cette métamorphose. Vous n'avez qu'à mâcher des roses. Et vous quitterez cette figure d'âne, et mon Lucius me sera rendu. Après qu'un énorme astéroïde a frôlé la Terre, il fait beau, il fait bon vivre. C'est un temps idéal pour la guerre. Souvent, les fêtes nationales tombent en été. On meurt beaucoup mieux sous le soleil. Photo dans le journal de la vieille dame à l'hospice, assise à regarder la télé, où il fait beau, avec de la musique
et des discours, comme on frise le cul des chevaux et la moustache des généraux. Ma jolie voisine vient d'acheter un maillot 2 pièces pour être nue sur les plages du débarquement. Mon voisin a appelé Viagra son vieux chien et Prozac son jeune chat. Avant la montée générale des eaux dont on prévoit qu'elles emporteront presque tout, les hommes continuent de tuer. Werner Lambercy, jour 3. Jour 4. Pendant que des tornades mettent à genoux des villes entières au milieu des débris de charpentes et d'épaves, de voitures et de panneaux publicitaires, les ordinateurs, les applications et les réseaux sociaux tombent en panne, laissant au monde la liberté de goûter à nouveau à l'anarchie cosmique, au destin personnel, comme à l'imaginaire soudain sans muselière ni tabou d'aucune sorte. On dit que la mémoire des poissons rouges ne dépasse pas quelques secondes. Les carpes coy, même centenaires, font des cercles et des bulles dans l'eau. Elles ne gardent que des automatismes, des habitudes, des rites creux. Un peu comme le Ku Klux Klan quand il pend des nègres ou castagne des homos. La foule gueule d'une même voix d'éponge convide du bruit des slogans, au stade, à l'église ou dans la rue, pendant que les hommes continuent de tuer. Jour 6. Jour anniversaire commémoré avec faste de Verdun et d'Hiroshima-Nagasaki. La marine italienne estime à 1600 noyés, hommes, femmes et enfants, partis de Libye cette nuit pour rejoindre l'Europe en payant 500 € aux passeurs qui les ont abandonnés. Le pape, il y a peu, célébrait Pâques, la fête du grand passage. Des millions de réfugiés fuyant les guerres et la faim attendent de passer le Bosphore et les côtes comme des milliers de Juifs refusés en 1940 par la France iront mourir dans les camps allemands. Il n'y a plus, paraît-il, de spécialistes capables d'entretenir le corps embaumé de Lénine. 95% de la richesse du monde appartient à 5% de sa population. De même, nous ignorons de quoi est faite 95% de la matière de l'univers dont nous considérons les 5% restants comme une réalité tangible à notre portée. Jour tranquille. La misère gratte en silence ses ulcères et les trous qu'ont laissés les arbres dans le ciel sont traversés de rapaces muets. Les mannequins de la mode font et refont les 100 pas sur les remparts du luxe. Leur maigreur n'est là que pour rassurer nos obésités liftées. L'ambition et le pouvoir sont les 2 faces d'une pièce d'or tombée à terre avec la mort. Elle illustre, salit l'âme d'un suin invisible et le cœur d'un étouffant cholestérol. Le sang des sociétés sèche aussi vite que la bouche d'un ivrogne. Pub, politique et pornographie déploient en public sur les cartons creux du verbe des bonneteaux vite démontés, tandis que les hommes continuent de tuer. Un âne descendait au galop la science. Quel est ton nom, dit Kant? Mon nom est Patience, dit l'âne. Oui, c'est mon nom, et je l'ai mérité. Car je viens de ce fait où l'homme est seul monté, et qu'il nomme savoir, calcul, raison, doctrine. Kant. Porter le licou sanglé sur la poitrine, avoir des sons bas âge, après morne combat, l'os de l'échine usé par la boucle du bas, subir de l'aube au soir la secousse électrique d'une aire de bœuf parfois relayée par la trique, être tremblant de froid ou de chaud étouffant, happé par l'âme matin, lapidé par l'enfant, tomber de l'un à l'autre et traverser les glogues, de la pierre alternant avec le bulldog, vivre d'un chargement effroyable bossu, les autres ont en la peau, maigre ayant tant reçu, le long de chaque côte,
et de chaque vertèbre, des coups de fouet que d'âne on est devenu zèbre. Tout cela, qui te semble assez rude, n'est rien. Et le fouet est à peine un souffle éolien, et les cailloux sont doux, et la raclée est bonne. À côté de ceci, suivre un cours en Sorbonne, vivre courbé 6 mois, peut-être un temps plus long, sous une chaire en bois qu'habite un cuistre en plomb, dresser son appareil d'oreille au passage, des clartés du savant et des vertus du sage, épeler Vossius, Scaliger, Salien, écouter la façon dont l'homme fait Ian. À quoi sert Cracovie? À qui sert Salamanque? Et Sorèze, lanterne où l'étincelle manque, et Cambridge, et Cologne, et Pavie? À quoi sert de changer l'ignorance en bégaiement dissert? Pourquoi dans des taudis perpétuer des races de bellitres rongeants, d'informes paperasses? Que sert de dédier des classes, des cachots, et 4 grands murs nus qu'on blanchit à la chaux, et des rangs de gradins, de bancs et de pupitres, à d'affreux charlatans flanqués d'horribles pitres, frivoles quoique lourds, pesants quoique subtils? Quel sol laboure-t-il? Quel blé moissonne-t-il? À quoi rêvait Sorbon quand il fonda ce cloître où l'on voit mourir l'aube et les ténèbres croître? À quoi songeait Gerson en voulant qu'on dorât d'un galon le bonnet carré du doctorat? À quoi bon, jeunes gens, qu'à ce bagne on condamne, devenir bachelier, puisqu'on peut rester âne? Moi, l'ignorant pensif, vaguement traversé de lueur, entendant les herbes du fossé, qui serait Dieu si j'eusse été connu par Ovide. Moi qui sais au besoin prendre en pitié le vide du philosophe altier pleurant ce qu'il détruit. À travers le fatras, le tourbillon, le bruit, j'ai sondé du savoir la vacuité morne. J'ai vu le bout, j'ai vu le fond, j'ai vu la borne, j'ai vu des genres humains l'effort vain et béant. Je n'ai pas, dans cette ombre et le cas échéant, refusé le conseil de l'ineptie honnête. Au docte, moi le simple, à l'homme, moi la bête. Kant, j'ai vu, mendiant des clartés à la nuit, devant l'énormité de l'énigme où tout lui, devant l'œil invisible, la main impalpable, la science marchait en zigzag, incapable de porter l'infini. Ce vin mystérieux saoule et comme abruti en présence des cieux. L'âne survient, s'émeut plein, c'était la drivesse, jette un liard et dit « Tiens, à cette pauvresse !» Kant ne t'étonne point de ces échanges-là. L'âne un jour, rencontrant Ésope, lui parla. La conversation fut au profit d'Ésope. Quant à moi, qu'à présent tant de bruit m'enveloppe, je déclare que j'ai beaucoup baissé depuis. Qu'imprudemment j'ai risqué ma tête en votre pied et que je me suis fait condisciple de l'homme. Tout en suivant ses cours dans la douleur, dans la lourdeur assomme, j'ai fait souvent à l'homme, en son obscurité, l'aumône d'un éclair de ma stupidité. Tandis que l'homme, ayant pour dogme et pour pratique qu'il faut un âne libre, incorrect et rustique, monte à la dignité de classique baudet, de son rayonnement ténébreux m'inonder. Je sors exténué de cette rue d'école. J'ai vu de près Boileau, j'aime mieux la bricole. Mon nom est Patience, oui, Kant. Et ils ont voulu me faire à moi, bétail innocent et goulu, plutôt avec Philon dans le grand songe antique, tantôt avec Bezou dans la mathématique, tantôt chez Caliban, tantôt chez Ariel, manger de l'idéal et brouter du réel. Victor Hugo, Colère de la bête, mais en fait c'était le Junior et Molière qui nous parlaient. Quand il est parti, Jean-Marie, il ne pouvait pas rester, il m'a donné un texte qu'il aurait aimé lire, je vous le lirai tout à l'heure. La parabole des porcs épiques. C'est en rapport avec la distanciation sociale, physique plutôt. Et c'est de Schopenhauer. Enfin, tout à l'heure. Élie de la Mare de Bouteville, c'était un prince. Il avait tous les dons. Il est mort aujourd'hui.
Et un beau jour, il était très amoureux, c'était un grand amoureux. Un beau jour, il était amoureux fou, et puis son amour n'était plus disponible, il est parti à la nage. C'était au large des îles de Porquerolles. Porquerolles, il est parti. Il a décidé de partir à la nage, loin, loin, loin. Lorsqu'on l'a récupéré, il était ailleurs. Et on a dit, les gens qui l'ont récupéré, ils ont dit, il est schizophrène. Voilà. Et il a vécu toute sa vie sous cette identité étrange, mais il n'a pas cessé d'écrire des poèmes toute sa vie. Il terminait chaque poème par « Vie puissante, combat contre la mort ». Et des manuscrits, il a écrit 20 000 poèmes, puisqu'il écrivait tous les jours. On a pu publier un certain nombre de ses poèmes dans Apulée. On va en publier encore, il y a eu quelques recueils. Dans cette collection, par exemple, que je dirigeais il y a longtemps. Dites dingue, donc. Infini, ô bonheur de croiser une étoile au plus près, ô panique devinant la mort d'un soleil. Les rêves ne sont pas forcément roses, noirs ou azur. L'infini passe un pied derrière la tête. Dieu n'est pas toujours un antiquaire, vendant des vieux cadres pour d'autres tableaux. J'ai vu des arcs-en-ciel fermer les yeux et disparaître. Un ange sans miroir n'est pas un ange. La mort, ange. La mort, c'est dormir sans son corps. Et pourtant la souffrance parcourt les mondes. Oh mes beaux anges, si vous mourrez, vous aussi, comment ne penserais-je pas Dieu possible et impossible? Campagne militaire. Dans la campagne, les vaches ont des sourires prophétiques et calmes. Quel sera le temps de pluie dorée et de plomb argenté? Quel sera l'intemporel? Pense-t-on mieux dans un cercueil ou dans une boîte de conserve? La croix de guerre ferait-elle bien au cou du Christ? Guerre intérieure. Le gouffre qui nous suppose n'est pas si loin. En revenant sur la route, dressant son piège de lumière, l'amour est venu de l'infini. Mais je suis obligé de parler les armes à la main. Embrassez-moi beaucoup comme si c'était la fin du monde. Un avion me réveilla. Perdre son temps. Comment savoir où va le temps? À force d'aimer, à force de haïr, on ne sait pas où commence le sourire. Si c'est après, si c'est avant, la bouche qui parle. On appelle l'origine au secours du possible comme une porte, donnant sur le vide, tandis qu'à sa montre, Dieu regarde l'heure qu'il est. Petite conférence donnée à un œuf de Pâques. À propos, la sœur de Dieu cherchait un amant. Le frère du roi cherchait un miroir, tandis qu'Athéna se remaquillait avec un miroir de poche. Elle regardait aussi l'ennemi possible dans son dos. Examen. D'espérer à aimer le temps avançant, de revenir à aimer exact avançant, le possible à espérer semble revenir si loin à espérer de tout revenir, et tandis que Freud jouait au fou et à la souris, le chat du possible caressait un dictionnaire et chantait en silence. Garde-fou. Et l'horizon ouvert sur l'horizon sans cesse. Garde-fou. Le vent appelant la cendre. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le possible, c'est l'oubli chantant l'infini. Et quelle sera d'aimer la mesure profilant le sens du bois, le sens de l'étoile,
assemblant le vent, cassant le mât. Les Russes quittent la Lituanie, ordonnant le temps, résistant à le chant de la mort, en écho d'impossible. Je rêve mourant, dans le réel transférant. Israël et l'OLP se préparent à une reconnaissance mutuelle. L'usure effrayant l'infini, et le sablier coule, calmement oubliant, quittant l'étoile, oubliant la limite, 7 des condamnés à mort du procès de l'aéroport d'Alger, secouant l'éternel, se refermant, le vent coiffant et décoiffant, un enfant au milieu du pont, le temps reconnaissant, l'éternel attirant, entendant continuer, voire durcir la lutte, ordonnant l'usure secouant, le vent passe son temps à imiter l'âme des rêves perdus, assemblant le rêve quittant le temps. 1939, occupant, en application du pacte Molotov et Ribbentrop, le temps effrayant, l'éternel, le temps passe, on croyait entendre l'histoire, le vent mourant dans l'étoile reconnaissant, au-delà du provisoire, résistant à l'infini, se refermant, le murmure lointain, les tempêtes de la mort, les scandales de renaître, cassant le réel, oubliant l'éternel. Si les USA ont fini par exprimer leur soutien total, ravissant l'infini perdant, le temps lui aussi ne sait plus où se mettre. En transférant la limite attirant, avec pour point d'application Gaza et Jéricho, d'accord. La face supposant la boue, laisse-moi en paix aux folies d'angoisse, le rêve mourant dans le réel transférant. Les hauts responsables de l'armée faisaient part de leurs réserves, éprouvant la raison possédant. Il est dur de grandir en n'ayant plus d'enfance. Le vent mourant dans l'étoile reconnaissant, on savait que Achider Del Kshtechafi était plutôt rabat-joie. Ravisant la face éprouvant, l'infini chante l'absence, où les morts se taisent, le temps reconnaissant l'éternel attirant. Nous ne sommes pas en mesure de dire que nous pouvons signer, l'infini supposant la raison. Il y a de la place pour tout, et tous, car l'éternel suppose, les grandes cavaleries de cendres. C'est pas fini, mais bon, c'est long. J'en ai un petit dernier. Non. À la fin de tous ses poèmes, il en a écrit 20 000. La plupart sont inédits. Il écrivait, il mettait ça dans des sacs achetés dans des surplus américains. Il les mettait dans sa chambre. Il avait qu'une toute petite chambre. Attention, il ne vient pas de nulle part. Il avait un ancêtre qui s'est battu en duel sous les fenêtres de Richelieu, et son arrière-grand-père, Édouard de la Mare de Bouleville, a inventé, et c'est sa malédiction peut-être, a inventé le moteur à explosion. C'est-à-dire, s'il y a des automobiles, c'est à cause de son arrière-grand-père. Lui a inventé le moteur à implosion. Quelques fables d'Ésope. L'âne qui porte du sel. Un âne portant du sel traversait une rivière. Il glissa et tomba dans l'eau. Alors le sel fondit et il se releva plus léger et fut enchanté de l'incident. Une autre fois, comme il arrivait au bord d'une rivière avec une charge d'éponge, il crut que s'il se laissait tomber encore, il se relèverait plus léger, et il fit exprès de glisser. Mais il advint que les éponges ayant pompé l'eau, il ne put se relever, et périt noyé. Ainsi parfois les hommes ne se doutent pas qu'ils seront la dupe de leur propre ruse. Pas fini. Vas-y. Le cheval et l'âne. Un homme avait un cheval et un âne. Un jour qu'ils étaient en route, l'âne, pendant le trajet, dit au cheval : « Prends une partie de ma charge si tu tiens à ma vie. » Le cheval fit la sourde oreille et l'âne tomba, épuisé de fatigue, et mourut. Alors le maître chargea tout sur le cheval, et même la peau de l'âne. Et le cheval dit en soupirant : « Ah, je n'ai pas de chance.
Que m'est-il arrivé là, hélas? Pour n'avoir pas voulu me charger d'un léger fardeau, voilà que je porte tout, avec la peau en plus. Cette fable montre que si les grands font cause commune avec les petits, les uns et les autres assureront ainsi leur vie. L'âne qui porte une statue de Dieu. Un homme, ayant mis une statue de Dieu sur le dos d'un âne, le conduisait à la ville. Comme les passants se prosternaient devant la statue, l'âne, s'imaginant que c'était lui qu'on adorait, ne se tint plus d'orgueil. Il se mit à braire et il refusa d'avancer. L'ânier, devinant sa pensée, lui dit en le frappant de son gourdin : « Pauvre cervelle, il ne manquait plus que cela, de voir un âne adorer des hommes. » Cette fable montre que ceux qui font vanité des avantages d'autrui prêtent à rire à ceux qui les connaissent. Les ânes s'adressant à Zeus. Un jour, les ânes, excédés d'avoir toujours des fardeaux à porter et des fatigues à souffrir, envoyèrent des députés à Zeus pour demander qu'il mît un terme à leurs travaux. Zeus, voulant leur montrer que la chose était impossible, leur dit qu'ils seraient délivrés de leur misère quand ils auraient, en pissant, formé une rivière. Les ânes prirent au sérieux cette réponse. Et depuis ce temps, jusqu'à nos jours, quand ils voient quelque part de l'urine d'âne, ils s'arrêtent tout autour, eux aussi, pour pisser. Cette fable montre qu'on ne peut rien changer à sa destinée. Oui. Palais d'été, Jean Rouault. Elle fait le grand écart entre ici et là-bas. Ici, c'est la cité, sa vie dans le 9-3. Les photos du salon dans leur cadre doré qui disent que là-bas, c'est son palais d'été. Elle parle avec les siens une langue étrangère pour les autres. Pour elle, c'est sa langue familière. Elle la met en veilleuse dans la cage d'escalier où elle reprend les mots qu'enseignent ses cahiers. Elle a besoin de ses 2 pieds. Ça vaut mieux quand on aime danser. Elle se tue à répéter qu'elle n'est pas un échassier. Elle a besoin de ses 2 pieds. Ça vaut mieux quand on veut avancer. La vie serait-elle un jeu de marelle où on irait à cloche-pied? Petite, elle remplissait les feuilles de maladie, sur la pointe des pieds les papiers de la mairie. Elle faisait l'interprète auprès de ses parents. Pour digérer tout ça, ça prend du temps. C'est une chorégraphie à base de petits pas qui vont de l'un à l'autre et s'en mêlent parfois. Et quand on lui reproche d'avoir la tête ailleurs, autant lui demander de partager son cœur. Mais maintenant, ça suffit. C'est fini de voir double. Il lui faudrait choisir. Sa situation est trouble. Pourquoi devoir trancher entre ici et là-bas? Tourner le dos au sien ou gommer le 9-3? Elle a besoin de ses 2 pieds. Ça vaut mieux quand on aime danser. Sachant que nous sommes tous des porcs épiques et des hérissons, de Schopenhauer, c'est la parabole des porcs épiques.
Pas épique, non, épique. Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs épiques s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leur piquant, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux mots, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres, mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leur insupportable défaut les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance, qui pour distance. Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est à la vérité satisfait qu'à moitié, mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagréments ni en causer. Schopenhauer. Alors on pensait que c'était d'actualité. Vous savez qu'autrefois on appelait peste toutes les pandémies de toutes sortes, toutes les épidémies, le typhus, le choléra, peut-être le Covid, non? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquérant, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour pourtant, plus de joie. Le lion d'un conseil est dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Malik. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce péché? Non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard. Et flatteur d'applaudir, on n'osa
trop approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens qu'aurait l'heure, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âme vint à son tour et dit: j'ai souvenance comment près de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant. Je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Roule le loup. Un loup quelque peu clair. Clair? C'est quoi clair? Dis-les deux. Un loup quelque peu clair. Dib, bien. Prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, mais quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le fit bien voir. غني ولا فقير الحكم يكون شاد ولا سهل غني ولا فقير الحكم يكون صعيب أو سهل. Selon que vous serez puissants, misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors le roi Yahya Belasri, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Moi, j'espère que ça va être mon anniversaire tous les ans avec le festival Apulé. 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, tout est dit, c'est magnifique. Tout est dit. Voilà. Il est où Jean-Louis? Oh, il est là, Jean-Louis. Valérie, Isabella. Voilà, toute l'équipe. Chloé. L'équipe technique. Jean-Pascal pour le son, Boilem pour la lumière. Myriam. Voilà. Myriam. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que nous aussi on sera là hein, pour ton anniversaire. Merci pour le son et la lumière. Voilà. Voilà. Et on est peut-être ça sera en été parce qu'il fera meilleur, plus chaud, les ânes seront, on sera plus près d'eux et tout ça. Enfin voilà. Et puis voilà, il y a plein d'idées. Enfin parce qu'il faut conclure et puis qu'on va devoir non pas s'embrasser mais se dire au revoir. Donc vraiment à chacun sait pourquoi on peut les remercier. Vous nous avez tant donné. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer parce que il y a là, dans ce qu'on vient de voir tout de suite, cette espèce de jazz, je ne savais pas à quel point j'avais dit juste, mais c'était incroyable. Et ces petits moments, il va falloir qu'on les explore partout. L'idée pourrait, mais on va en parler, hein, comment faire que partout, toutes les heures, tout le temps, si on est autant que tu le disais Hubert, qu'on puisse s'emparer du pré, d'autres endroits avec la mairie, voir, mais que ça prenne qu'il y ait une librairie éphémère qui dure... longtemps, enfin, je sais pas, il y a plein d'idées qui courent comme ça. Il faut qu'on ait la générosité les uns les autres de la laisser venir, laisser venir ces idées, qu'on s'en empare. Et puis vraiment, on s'est vu il y a 1 an ici, on a déjeuné, il faisait très très beau, et on s'est dit, ça serait possible. C'était grâce à Valérie qui a réuni tout le monde, parce que c'est Valérie qui était le cœur de la réunion. Alors lui, il se lavait, et celui-là, je sais pas ce qu'il fait. Ah mais tu sais, il est fou. Hein. mais il y avait Yaya aussi, et on s'est vu. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il y a eu quand même des trucs qui nous sont tombés dessus, comme dans la vie tout le temps. Mais on a tenu. On l'a fait, ce numéro 01, je sais pas. On l'a fait, on le tient. Et ben, on peut s'engager ensemble à se dire... Ça va continuer, hein, parce que on a tous besoin les uns des autres. Hein. Merci.